Et nous aussi, Sandra, on veut tout ici sur ce plateau. On veut de l'intelligence artificielle, oui, mais éthique et une IA de confiance surtout. Et vous allez le voir, Paris-Saclay est une des communautés d'innovation les mieux placées pour pouvoir être au cœur de ce grand défi qui fait aussi partie du plan de relance français. Je suis entourée d'une galerie d'invités absolument parfaits pour pouvoir creuser la question. Guillaume Avrin d'abord. Guillaume, vous êtes responsable du département évaluation de l'intelligence artificielle pour la direction des essais et la certification de la LNE. On viendra ensemble sur ces éléments sine qua non pour pouvoir justement paramétrer la future régulation française et européenne sur l'IA de confiance. Bonjour à vous. Bonjour. Loïc Cantat. Loïc, vous êtes responsable de l'équipe Sciences des données, IA et interaction pour l'IRT Systemix. Là aussi, on reviendra avec vous dans un instant sur une plateforme, un projet, une initiative pour nous aider à pousser plus loin cette question même de la confiance en matière d'intelligence artificielle. François Terrier, bonjour à vous aussi. Vous êtes AI Programme Manager au CEA List. Là aussi, on verra qu'il y a des process très importants à respecter en matière de responsabilisation des data, de façon dont on va pouvoir clearer la data pour être éthique by design s'il en est en matière d'intelligence artificielle et pouvoir évidemment établir ce pacte de confiance avec l'intelligence artificielle. En duplex, qui nous rejoignent dans un instant, Sylviane Picard. Sylviane Picard est responsable de l'équipe de recherche traitement d'images et intelligence artificielle pour Safran. Bonjour Sylviane. Vous serez en duo avec Loïc dans un instant, mais d'abord, je me tourne vers Julien Chiaroni, puisque Julien, vous êtes le directeur du Grand Défi, et ça nous intéresse pour une raison très simple, c'est que justement, l'État a mandaté Paris-Saclay sur l'un des grands défis au travers du programme Confiance.ai, en mauvais franglais, puisque du coup, on parle de Artificial Intelligence dans ce cas-là. Alors, comment sécuriser, comment certifier, comment fiabiliser les données fondées sur l'intelligence artificielle? Évidemment, vous allez tout nous dire. D'abord, en quoi consiste ce grand défi très exactement lié à l'intelligence artificielle? Tout à fait. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est vous remercier pour votre invitation. Encore une fois, ça fait toujours plaisir de participer à un événement organisé par Paris-Saclay. En fait, les grands défis, c'est une initiative du Conseil de l'innovation. Et donc, finalement, c'est favoriser de l'innovation de rupture dans certains secteurs d'activité en réponse à des enjeux à la fois technologiques mais aussi socio-économiques. Et c'est notamment le cas dans le domaine de l'IA de confiance où, en fait, finalement, l'État a décidé de lancer un grand défi sur le sujet de la sécurisation, la fiabilisation et la certification des systèmes à base d'IA, que je pourrais résumer finalement par comment est-ce qu'on va développer, en fait, la confiance dans les systèmes à base d'IA, notamment pour des problématiques industrielles. Et à la question finalement, pourquoi Paris-Saclay? Parce que Paris-Saclay présente tout d'abord un fort niveau d'expertise scientifique et technologique. Vous avez un certain nombre de représentants qui sont sur le plateau et aussi finalement un bassin industriel avec tout un ensemble d'acteurs qui fait que l'écosystème de Paris-Saclay dispose d'un ensemble de forces, de compétences, de synergies permettant d'adresser ces enjeux qui sont à la fois nationales mais aussi finalement très internationales. On parlait de la réglementation européenne tout à l'heure et c'est un élément qui est fondamental. Oui, absolument. D'ailleurs, en parlant d'international, je vois une statue de la liberté juste derrière vous. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à en tirer en matière d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on la rend plus éthique? Comment est-ce que là aussi, on se donne toutes les possibles, toutes les libertés pour pouvoir justement fonder cette IA confiance, trustworthy by design, si je m'exprime là aussi un peu en Jacques-Claude Van Damme de l'intelligence artificielle? En fait, le grand défi, il est basé sur une feuille de route stratégique. Et tout l'enjeu est là, en fait. C'est-à-dire que c'est de définir une feuille de route stratégique et après, finalement, de la mettre en œuvre, donc de l'exécuter avec les acteurs de manière à pouvoir couvrir le problème quasiment dans son intégralité.
C'est-à-dire à la fois sur les enjeux de technologie ou de recherche et de technologie, à la fois sur les enjeux, et je pense que Guillaume en parlera très bien aussi, d'évaluation avant la mise sur le marché de ces types de produits. Et ça, c'est un élément fondamental. Et c'est ce qu'on essaie de couvrir dans la feuille de route stratégique du défi, c'est-à-dire finalement, comment est-ce qu'on arrive à traiter le problème dans sa globalité en fédérant les acteurs de l'écosystème de manière à être assez collectif et pas finalement les uns contre les autres. Et ça, c'était vraiment une démarche qu'on voulait mettre en place au niveau du grand défi, au niveau de l'État. Et puis encore une fois, l'idée c'est de rappeler qu'on n'est pas totalement hors sol, on n'est pas là pour penser et uniquement prendre une posture sur l'IA de confiance, on est là pour mettre les mains dans le cambouis et marier les desiderata des industriels, des académiques, des scientifiques, des start-up, des grands groupes pour essayer vraiment de comprendre comment tous ensemble on peut réussir à relever le défi. Alors en parlant de défi, c'est quoi les prochaines étapes très concrètement ? Les prochaines étapes, très concrètement, on a, comme je vous disais, une feuille de route qui est axée sur trois piliers stratégiques. Et donc finalement, un certain nombre d'actions, de programmes qui supportent ces axes stratégiques. Et donc les prochains éléments, ça sera finalement l'annonce officielle des lancements, puisqu'on est un peu dans une phase préliminaire là. Les projets sont déjà en cours, mais on va les lancer officiellement en termes de communication. Donc ça va être un peu ça les gros éléments à venir dans le cadre du grand défi. Puis après, forcément, ça sera essayer de faire en sorte que l'écosystème qu'on a réussi à mettre en place puisse délivrer un ensemble de compétences et de réalisations techniques. C'est ce qu'attendent l'État, mais aussi tout un ensemble d'acteurs industriels qui sont impliqués dans le cadre de ce programme, c'est-à-dire finalement des livrables concrets. Et aussi, quelque part, quand on crée un cœur d'écosystème, notamment autour de Paris-Saclay, on a envie de l'internationaliser, on a envie de montrer qu'on peut rayonner à l'international. Et donc, c'est essayer aussi de montrer ce qu'on est capable de faire, à la fois au niveau européen et plus largement. Absolument, et vous ne le voyez peut-être pas, Julien, mais en l'occurrence, Guillaume, François et Loïc acquiescent sous leur masque en disant absolument on va réussir à relever le défi tous ensemble. Merci infiniment pour ce point sur le grand défi. Évidemment, les prochaines étapes, on les suivra avec vous. Loïc, je me retourne vers vous, bien évidemment. Sylviane aussi nous rejoint en duplex parce que vous allez être le parfait duo de cette prochaine séquence. Cette fois-ci, on va essayer de comprendre en détail ce fameux projet Confiance.ai. Concrètement, ça consiste en quoi, Loïc ? Alors, je laisserai après Sylvaine parler des industriels, mais c'est un consortium de 12 gros industriels qui suite au Manifestia, ont souhaité qu'on adresse aussi le côté pragmatique de mise en œuvre de l'IA en confiance dans des systèmes industriels, dans des systèmes critiques. Et donc ce projet-là, qui va prochainement être officiellement lancé, effectivement, regroupe d'abord des attentes de 12 industriels pour faire évoluer leurs environnements de conception, de développement de systèmes complexes, critiques, pour intégrer dedans des composants à base d'IA. Et pas refaire une nouvelle ingénierie à côté, mais bien hybrider leurs ingénieries existantes, faire évoluer, parce qu'ils ont 30, 40 ans d'expertise dans ces systèmes sûrs. Ils savent faire voler des avions, rouler des voitures, faire des trains. Et il y a ce nouveau composant, comme le logiciel est arrivé à un moment donné, le composant IA qui arrive, et ils veulent faire évoluer leurs processus, les adapter à l'intelligence artificielle en confiance, parce qu'ils doivent conserver vis-à-vis de leurs clients et de leurs parties prenantes la confiance qu'ils ont dans leur système. Mais alors donc, justement, quand on parle, question bête messieurs, mais quand on parle d'IA de confiance, on parle de quoi exactement ? Évidemment, il faut que les utilisateurs aient confiance en une technologie pour l'utiliser, jusque-là tout va bien. Mais l'IA de confiance en tant que telle, ça veut dire quoi ? C'est justement la première tâche c'est une des premières tâches. C'est déjà la définir. C'est de redéfinir cet élément-là. Elle est absolument pas innocente. C'est-à-dire qu'on peut mettre plein de mots derrière. Il va y avoir de la robustesse, il va y avoir de l'explicabilité, il va y avoir de la maîtrise dans le temps de son évolution, il va y avoir les problématiques d'éthique, de s'assurer qu'on traite de manière faire les différentes parties prenantes, de donner une assurance de contrôle aux ingénieurs qui conçoivent et aux autorités qui certifient sur le fonctionnement de ces systèmes-là. Mais effectivement, il faut définir cette confiance, il faut surtout définir la manière dont on va l'évaluer et la manière dont on va la garantir. Mais là, je pense que Guillaume aussi pourra donner des éléments là-dessus. Effectivement, un des premiers sujets de cet élément, c'est de bien redéfinir ce qu'on met derrière le mot. On a choisi confiance, le trustworthy en anglais, parce que
c'est ce qui a été le plus englobant, mais effectivement, ça mérite d'être affiné. Et bon, la Commission européenne récemment a fait une publication qui intègre certains de ces éléments-là. Mais on voit bien qu'il y a tout un tas de définitions, de taxonomie, d'ontologie derrière qui restent à définir. Et c'est d'ailleurs un des premiers livrables du programme. Alors, il y a des livrables très techniques qui sont à côté, mais c'est un enjeu. C'est un enjeu absolument. Évidemment, on y reviendra avec Guillaume tout à l'heure pour vraiment comprendre comment on va pouvoir plugger ces différentes pièces de régulation les unes avec les autres, parce que là aussi, il faut réussir à assembler ce grand mécano de l'IA de confiance et de l'IA éthique, et explicable s'il en est. On reste évidemment sur cette question même de ce projet. J'ai bien compris que l'idée, c'était pas de réinventer la roue, d'utiliser les savoir-faire déjà de nos grands groupes et de nos PME et de nos chercheurs et chercheuses qui est déjà incomparable en la matière. Là, concrètement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il se passe quoi ? Alors, ce qui se passe en ce moment et dans les prochaines semaines, c'est qu'il y a un état des lieux de tous les éléments existants dans les ingénieries de nos partenaires, parce que tous ont déjà des projets lancés dans les laboratoires de recherche. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt vis-à-vis de tous les laboratoires en France pour identifier les composants techniques, les solutions, les méthodologies déjà existantes qui contribuent à apporter une partie de cette confiance-là. Et dans les mois qui viennent, il y a deux actions parallèles. C'est faire déjà une première version d'un ensemble d'outils pour apporter des premiers éléments de confiance sur les systèmes actuels. Donc une première version de cet environnement-là qui devrait être disponible fin de cette année pour les partenaires industriels. Et en parallèle, la définition de la roadmap qui permettra de répondre à la définition qu'on va construire de l'environnement de confiance. Donc une roadmap qui identifiera les sujets qui ne sont pas adressés aujourd'hui ou pas assez adressés, pour lesquels il faut qu'on sollicite la communauté autour de nous. Et puis d'identifier les solutions déjà existantes dans les startups, dans les PME, dans les industriels, qui va être montées en maturité, parce qu'on a beaucoup de solutions qui existent, qui sont encore à des TRL bas et qui doivent être montées en maturité, généralisées pour s'appliquer de manière plus large à plus de problématiques que celles pour lesquelles elles ont été expérimentées et démontrées. On va faire entrer dans le jeu, si j'ose dire, Sylvaine, évidemment, Picard, excusez-moi, j'ai écorché votre prénom tout à l'heure, c'était loin de moi l'idée de départ, mais en tout cas, vous êtes responsable, équipe de recherche et de traitement d'images et intelligence artificielle chez Safran. Ça, c'est important parce qu'évidemment, vous apportez cette composante sine qua non du savoir-faire industriel dont on parlait il y a encore une seconde avec Loïc. Pour vous, concrètement, l'enjeu, il est où ? En fait, il est multiple. Il y a plusieurs enjeux. Il y a un premier enjeu qui est de pouvoir accéder à de nouveaux produits et de nouvelles fonctions sur les produits existants. Donc ça, et comme nous travaillons sur des projets de systèmes critiques, l'enjeu, c'est vraiment, par la maîtrise de l'IA de confiance, mettre sur le marché et développer des nouveaux produits. Donc, en fait, il faut que, pour nous industriels, il faut que nous maintenions la maîtrise de la confiance, de la sûreté de nos systèmes, tout en leur donnant des nouvelles capacités et des nouveaux usages. Oui, et ce que je retiens aussi, et ça c'est intéressant parce que ça me fait penser à une autre notion qu'on a tous à la bouche aujourd'hui dans l'écosystème numérique, qui est celle de souveraineté numérique. Ça veut bien dire que les questions d'IA de confiance, c'est aussi des questions business, parce qu'on parle de produits, on parle évidemment de choses, de services et de produits qu'on peut mettre sur le marché là, maintenant, tout de suite. Alors évidemment, côté Safran, vous avez une certaine maîtrise en matière de sécurité. Votre valeur ajoutée, ça va être quoi sur ce projet ? Alors nous, la valeur ajoutée de Safran, je pense que c'est effectivement d'être parmi les garants, parce qu'il y a d'autres industriels qui ont aussi ce savoir-faire dans le programme, mais c'est parmi les garants des processus de certification que nous maîtrisons parfaitement. Et donc, comme ça a été dit tout à l'heure, l'idée, ça n'est pas de faire une révolution et de tout mettre sans dessous, mais vraiment de trouver la continuité entre ce que nous savons faire et les nouvelles technologies, les nouveaux défis que nous apporte l'IA. Donc voilà, c'est d'être un peu
gardien du temple, mais en même temps d'être extrêmement moteur, parce que pour nous c'est vital aussi de pouvoir développer ces technologies-là dans nos systèmes. Donc être à la fois extrêmement moteur sur comment avancer. Et peut-être même être ambitieux, pourquoi pas. Enfin, on n'est pas censé forcément être dans une posture de ralentir les choses. Au contraire, nous on veut les pousser, mais tout en ayant la parfaite connaissance et la parfaite maîtrise de ce que c'est qu'un système applicable. Oui, et puis, si j'ose dire aussi, il y a un véritable enjeu pour l'avenir, parce que ce qu'on est en train de construire avec cette intelligence artificielle de confiance, c'est aussi les bases d'un écosystème de l'IA durable, stable, et qui va permettre de faire des petits, si j'ose dire, en matière justement d'innovation. Donc on construit pour le futur, et ça c'est une très bonne nouvelle. Il y a aussi un terme que je trouve très intéressant dans la présentation que vous en faites, souvent il est aussi galvaudé, c'est celui de bienveillance. Et pourtant, ça peut exister une communauté qui travaille ensemble pour le bien de l'intelligence artificielle de confiance. Vous en témoignez, Sylvaine, pardon. Je suis désolée. Oui, alors en fait, c'est une des caractéristiques du programme Confiance AI, c'est vraiment le côté collégial et du travail en équipe. Alors pour ça, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Les gens sont très sympathiques autour de la table, ça c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que le problème, on l'a vu, il est très complexe. Il y a beaucoup d'aspects qu'il faut régler, qu'il faut regarder. Et ça, je pense qu'il n'y a pas d'entreprise qui peut se permettre de se dire je vais y arriver tout seul, non, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver dans mon coin. Ça, je ne pense pas que ce soit possible techniquement et scientifiquement. Et enfin, dernier point, pour la certification, la certifiabilité, la confiance, on doit atteindre un consensus. Ce n'est pas quelque chose qui est décidé unilatéralement. C'est une communauté qui s'accorde à dire si tel processus, si telle technique, si telle méthode est mise en œuvre, alors j'ai confiance dans le développement et la vérification du système, alors je peux considérer que je peux le mettre en marché et mettre en opération. Donc cette notion de consensus, elle ne vient que par un travail collectif en fait. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est assez connu finalement dans les entreprises, les industries qui font des systèmes de confiance, puisque c'est dans l'ADN de ces entreprises de se mettre ensemble et de discuter, de faire des normes de façon collégiale. Et le programme Confiance AI entre en fait dans cette historique, dans ce savoir-faire de travailler ensemble pour arriver à une solution commune. Oui, si je comprends bien, il faut savoir avoir confiance les uns envers les autres pour pouvoir bâtir cette IA de confiance. Je précise, avant de vous remercier quand même, pour préciser que vous êtes lauréate du prix Femmes d'innovation de l'usine Nouvelle, et ça nous fait très plaisir d'avoir reçu une femme d'innovation sur cette question de l'intelligence artificielle. Je reviens à vous, messieurs, ici en plateau. On va descendre, étape par étape, ces processus, ces pistes qui nous permettent de définir l'IA de confiance. On va commencer à le faire avec vous, François, en effet, parce que cette vision de l'IA responsable, ces enjeux du défi de sécurisation, la fiabilité des systèmes fondés sur l'intelligence artificielle, tout ça, ça nous donne les éléments du plan de relance annoncé sur l'IA embarquée. Mais encore une fois, redémarrons par les bases. Quand on parle d'intelligence artificielle de confiance, il faut déjà définir la terminologie qu'on met derrière. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça s'organise exactement? Lourde mission sur vos épaules. Lourde mission. Donc, je vais partir sur un exemple, en fait, un cas d'usage qu'on a déjà traité par ailleurs avant le démarrage du programme, qui consistait à qualifier un système de détection de rupture de chaîne d'ancrage d'une plateforme pétrolière. Donc on est très loin, mais c'est un vrai système. Et cette détection a été implantée par un système à base de réseau de neurones, donc une IA. Et toute la question était de savoir comment arriver à la qualifier pour pouvoir ensuite l'exploiter en toute confiance. Parce qu'on se rend bien compte que si on fait confiance dans ce système, mais que la ligne d'ancrage est quand même cassée, ça peut poser des problèmes de tous ordres. Et donc, en fait, on a travaillé avec notre partenaire avec un certain nombre de difficultés. La première a été de définir avec lui quelles étaient les propriétés à vérifier, puisqu'en fait, on est sur un système qui n'est pas formellement spécifié. On a un ensemble d'exemples qui sont la base d'apprentissage.
Et on n'a pas de modèle abstrait qui nous dit comment il est censé se comporter. Et donc, première étape, voir avec lui quels étaient le type de propriétés qu'on pouvait rechercher et qui était qualifié pour ce système. Et ensuite, mettre en place un certain nombre de techniques. Donc là, on est dans des techniques mathématiques pour prouver la présence et le respect de ces propriétés, ce qui a permis dans ce cas-là de définir un domaine de fonctionnement valide. Et donc de dire aux partenaires, eh bien, si le système fonctionne dans tel domaine, dans telle situation de mer, de vent, de houle, etc., vous êtes sûr de la réponse. On peut vous démontrer et vous fournir les éléments de preuve. Donc ça, c'est important parce qu'avec ces éléments de preuve, il peut aller voir une autorité pour expliquer comment il a qualifié. Et deuxième point, c'était de trouver des techniques pour analyser la robustesse. Autrement dit, si on met des petites perturbations par rapport aux éléments qui sont rentrés, est-ce que le système reste stable ou est-ce que par moment il part en vrille? Et donc c'est pareil, c'est également, alors c'est un peu le savoir-faire du CEALIST, hein, c'est autour des méthodes formelles, être capable de calculer ces perturbations, mais de manière abstraite, pour ne pas avoir à faire tous les tests, et caractériser des éléments de robustesse. Et donc on a fourni ces éléments, ce qui permet maintenant aux partenaires d'avoir un dossier avec des arguments construits pour dire je souhaite l'exploiter dans telles conditions et voici les arguments pour dire il tiendra la route, je vous propose de le qualifier. Après, il reste les étapes d'après. C'est ce que j'allais vous dire. C'est là que tout commence finalement. Une fois qu'on a dit ça, c'est là où les ennuis, si j'ose dire, s'invitent autour de la table là aussi, parce qu'il y a des défis en matière de sécurisation, bien évidemment. Il y a aussi des questions de fiabilité, on vient de le définir. Mais il y a aussi, à terme, si j'ose dire, des enjeux aussi de... Je vais employer un grand néologisme, mais de questions juridiques autour de l'IA. C'est l'exemple typique, c'est un peu la tarte à la crème absolue, mais du véhicule autonome qui va prendre ou pas la décision de passer sur le passage piéton quand une personne âgée est en train de traverser ou pas, si elle estime que la vie du conducteur et de ses passagers est mise en péril. C'est aussi le cas de nouveaux exemples qui sont en train de jaillir et de surgir grâce au progrès de l'intelligence artificielle et des IA de plus en plus autonomes. Ça aussi, l'idée, c'est d'anticiper l'avenir quand on est en train de définir ces questions autour de la table. C'est vraiment de définir, on l'a vu avec Sylvain notamment et avec vous Loïc et avec Julien, les enjeux business, mais aussi les enjeux juridiques que ça va nous poser. François, oui, c'est vraiment le cas. Oui, tout à fait. Ça, alors, c'est pas forcément le point focal du programme Confiance.ai ni des acteurs, puisqu'on rentre dans un domaine de juristes, et donc il faut des compétences de ce domaine. Mais c'est un sujet qui est vraiment abordé à pleine main par la communauté, avec des acteurs qui expliquent jusqu'où on peut aller au niveau juridique et jusqu'où on ne peut pas aller. Notamment, on ne peut pas dire c'est l'IA qui est responsable et c'est pas le constructeur. C'est déjà, ça c'est quelque chose d'acté. La Commission européenne a sorti un certain nombre de réglementations et de recommandations qui nous rassurent sur ce point-là, qui est que c'est bien les gens qui le fabriquent et l'utilisent qui vont être responsables de leurs actes et donc de ce qui se passe. Donc ça c'est un élément important. Après, il y a toutes les notions un petit peu d'éthique qui... On n'est plus dans le juridique, hein, on est dans l'éthique, et en particulier les notions de biais. Et ça, c'est un des sujets qui est fondamental et qui est au cœur d'un des projets de Confiance.ai avec la gestion des données et en particulier l'identification de la présence ou non de biais. Donc tout ça, en fait, on voit qu'il y a un faisceau d'éléments entre les techniques de validation, les techniques de conception, le juridique, les aspects éthiques, et puis tout un volet évaluation et certification, bien sûr, qu'il faut mettre en place. Donc certification, c'est toujours par rapport à un référentiel, des normes, un processus, mais en même temps, on sent qu'il faut faire bouger les lignes. C'est-à-dire qu'il faut inventer des nouvelles manières de concevoir la certification. Et ça, c'est assez nouveau. Il y a relativement peu de technologies de rupture récentes qui ont obligé à remettre en cause la manière dont on qualifiait et dont on certifiait les éléments. Et ça, on va y revenir dans un quart de seconde avec Guillaume, justement, parce que c'est très important en matière de régulation de comprendre comment on va justement avancer sur ces sujets. J'avais juste envie de vous soumettre une question comme ça. Est-ce que ça veut dire que, puisque toutes les parties prenantes se mettent autour de la table pour pouvoir construire, encore une fois, bâtir cette IA de confiance, il faut se dire que, pourquoi pas, soumettre aux développeurs, aux data scientists, un serment d'Hippocrate de l'IA? Est-ce que ce serait une piste? Est-ce que ce serait une idée? Commencer par les artisans de ces IA.
Oui et non, visiblement. Sous le masque, je sens un léger doute. Il y a différentes. Il y a une initiative très intéressante qui a été, à laquelle on a participé indirectement, qui est l'intelligence artificielle pour les femmes. En fait, qui vise à s'assurer que quand on développe de l'IA, on n'introduit pas de biais de genre. Et donc, on laisse toutes les opportunités d'usage, de carrière, de valorisation à l'ensemble de la population humaine, puisque les femmes en font partie, on est bien d'accord. Je vous le confirme. Sylvain et moi, nous vous le confirmons. Et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'ils ont fait un travail assez poussé pour expliquer tous les éléments qui pouvaient mener à ce biais. Et elle propose une charte qu'on peut décider d'appliquer en interne pour dire j'ai bien pris en compte un certain nombre de mesures pour que ces biais ne soient pas présents. Donc cette initiative, voilà, je l'ai vue passer, elle existe, c'est particulièrement intéressant. Après, c'est centré sur un sujet. Une charte type serment d'Hippocrate pour tous les développeurs, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Alors, je vais parler pour la recherche, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a besoin, et surtout quand on fait du logiciel, d'expérimenter beaucoup de choses dont on sait qu'elles ne vont pas sortir. Et donc, s'appliquer trop de contraintes, ce serait brider l'innovation. C'est brider l'innovation, c'est ralentir la capacité à fournir des résultats rapidement, etc. Donc, pas de principe de précaution, si je vous entends bien, en matière d'IA. Il y a la réglementation quand même, européenne. Et ça, c'est un sacré principe de précaution parce que il va falloir être capable de dire oui, je la respecte et d'expliquer pourquoi. Et ça, c'est plus fort que le serment d'Hippocrate. J'ai envie de retourner la question à Guillaume, dites donc, parce que quand même, c'est vous qui notamment définissez, aidez, contribuez à définir ces nouvelles normes, ces nouvelles certifications d'intelligence artificielle de confiance. D'abord, concrètement, ces pistes pour la réglementation, elles ressemblent à quoi? Elles prennent quelle forme? Comment est-ce que ça se passe? Alors, si on parle effectivement de la réglementation européenne sur le sujet, qui n'a pas encore été votée, qui a été soumise au Parlement et au Conseil, il y a effectivement un certain nombre on évoquait tout à l'heure la difficulté de spécifier les systèmes d'IA et les exigences attendues de ces systèmes. Donc voilà, il y a eu, et je pense que c'est tout l'intérêt de ce texte, c'est que le terme éthique a été traduit en éléments qui peuvent être mesurés, quantifiés, en termes d'explicabilité, en termes de performance, en termes d'analyse du risque associé à l'utilisation de ces systèmes d'IA. Donc on a eu une première traduction d'un terme général, l'éthique, en éléments concrets. Maintenant, la méthode d'évaluation de conformité qui va être utilisée n'a pas encore été définie, elle n'est pas figée. Il y a quelque chose qui existe, qui s'appelle l'autodéclaration pour le marquage CE, l'autorisation de mise sur le marché des systèmes. C'est plutôt pour les systèmes qui sont à faible risque. En fait, on va demander directement au développeur de dire lui-même qu'il est conforme à un référentiel d'exigence. D'accord. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'évalue, c'est lui-même qui s'évalue, qui se dit moi, effectivement, je suis conforme, j'ai le droit de commercialiser mon système. Après, pour les systèmes d'IA qui sont plus risqués, pour des applications plus critiques, dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle de la certification. Donc, c'est-à-dire que l'évaluation de conformité, elle est faite par un tiers de confiance indépendant. Il semblerait que pour les IA à haut risque, ce soit dans cette direction qu'on s'oriente au niveau européen. Alors il faut savoir qu'il y a déjà des organismes en charge, ce qu'on appelle des organismes notifiés dans les différents pays européens, qui sont en charge de faire cette évaluation de conformité dans différents secteurs. Il y en a un pour les dispositifs médicaux, un pour le véhicule autonome, etc. Enfin, pour les véhicules, pardon. Et donc on peut imaginer que effectivement il y ait une organisation qui se fasse sur chacun des pays européens pour pouvoir adapter finalement les outils existants à cette évaluation de conformité pour les systèmes intelligents. Du coup, les prochaines étapes, là aussi, c'est quoi? Concrètement, est-ce qu'on a un calendrier pour fixer ces normes et fixer ces certifications? Alors, pour moi, je parle du point de vue de l'évaluateur, justement, du centre d'essai et de l'organisme de certification. Je pense qu'il y a 3 choses à mettre en place. Ce qu'on pourrait appeler une métrologie de l'IA. C'est-à-dire des référentiels, des protocoles, des métriques qui permettent de mesurer, de quantifier les performances ou autres caractéristiques de ces systèmes intelligents.
Ensuite, il y a la partie outils, instruments de mesure, outils à mettre en place pour caractériser ces systèmes. Ça peut être aussi de la preuve formelle, ça peut être des bancs d'essai physiques ou des bancs d'essai virtuels qui sont en cours de définition aujourd'hui. Et puis, la dernière étape, c'est l'évaluation de conformité. Et donc, c'est la mise en place de ces organismes de certification qui seront chargés d'évaluer que ces systèmes sont conformes. Ça devrait, en termes de calendrier, finalement, les 3 étapes sont démarrées dans le cadre de Confiance AI, dans le cadre de Prisma, l'autre projet du grand défi IA. Et puis, le LNE a aussi proposé, avec un groupe de travail d'une quinzaine d'acteurs industriels, un premier référentiel de certification de l'IA. Une consultation publique en cours en ce moment, elle se termine demain. Et donc, on devrait sortir un premier référentiel d'ici le mois de juin. Bon, ça va aller très vite, si je vous entends bien, c'est une bonne nouvelle. On prend des décisions et on les prend vite maintenant en matière d'intelligence artificielle de confiance dans cet écosystème de l'IA en France et en Europe. Merci messieurs, merci Sylvaine, merci Julien, vous êtes restés attentifs, je vous ai vu jusqu'au bout. Et on continue justement à parler d'intelligence artificielle, on va voir d'autres exemples, notamment avec des startups qui portent haut les couleurs de l'IA, juridique, assurance, médicale, défense ou encore propriété intellectuelle. Magic Lamp accompagne sur tous les secteurs ses clients grâce à une IA explicable pour remettre du sens justement dans l'analyse prédictive. On regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Bonjour, je suis Raphaël Lasserie, président de Magic Lamp. Nous traversons une période de crise, crise au pluriel. Crise sanitaire bien sûr, crise économique et financière, mais également crise de confiance. La pandémie illustre bien que des sujets complexes, surtout quand ils sont sensibles, nécessitent des expertises transverses et complémentaires pour être traités correctement. Et toute faille ou incertitude au niveau de ces expertises vient détruire le lien de confiance entre les experts et les citoyens. Aujourd'hui, je vais vous expliquer justement comment chez Magic Lamp, nous concevons des algorithmes complexes pour être prédictifs, tout en instaurant un lien de confiance avec l'utilisateur. En particulier, nous travaillons sur un outil de simulation de la réponse de patients atteints de cancer du poumon. Ici, l'intelligence artificielle est utilisée comme un outil prédictif d'exploration de la complexité. Contrairement aux algorithmes classiques, le machine learning est capable de brasser de gros volumes de données de différents types. On parle de multimodalité, qui est ici nécessaire pour modéliser toute la complexité inhérente à l'interface entre oncologie et immunité humaine. Concrètement, il s'agit de prédire l'évolution du pronostic du patient à l'échelle individuelle en fonction du traitement que l'oncologue compte lui proposer. Sur un sujet aussi sensible, instaurer la confiance est fondamental. Pour ce faire, nous travaillons sur 2 leviers principaux. Tout d'abord, nous évaluons l'incertitude de la prédiction de manière à savoir à quel point le praticien peut lui faire confiance, et nous travaillons également sur un module d'interprétabilité pour que le praticien ou le chercheur puisse comprendre quels sont les facteurs principaux qui ont influencé la prédiction. Trêve de long discours, je laisse à présent la parole à Antonin Penon, directeur technique de Magic Lamp. Pour chaque patient, ici sur des données anonymisées, notre système va regrouper les différentes données nécessaires à la description du cas. Données tabulaires, données d'imagerie 2D, données d'imagerie 3D. Et va fournir une évaluation de pronostic à traitement fixé. Pour le praticien ou le chercheur, l'évaluation de l'erreur sur la prédiction va lui permettre de savoir quel crédit lui accorder. Tandis que l'identification des variables clés permet à la fois de conforter la prédiction vis-à-vis des connaissances scientifiques existantes, ainsi que d'identifier de potentielles nouvelles variables ou marqueurs biologiques d'intérêt, permettant de mieux comprendre le cycle cancer-immunité et donc d'aider dans la conception de nouveaux traitements. La quantification de l'incertitude et l'interprétabilité de modèles complexes sont 2 des clés nécessaires à la conception d'algorithmes prédictifs, robustes et dignes de confiance. Chez Magic Lamp, nous proposons notre expertise pour construire des systèmes d'IA de confiance tout en préservant la prédictivité et l'efficacité de nos algorithmes, que ce soit avec nos clients de tout secteur ou avec nos partenaires scientifiques, afin de relever les défis éthiques et réglementaires auxquels nous faisons face. Merci et retrouvez-nous sur www.magic-lamp.com. Promis, l'IA, c'est du très concret, surtout à Orsay et Paris-Saclay. Et tout de suite, des pitchs à suivre pour la suite de Spring 50.